Chaque lundi, on fait le point également sur les enjeux de la semaine pour la macroéconomie américaine. Et c'est une semaine qui sera marquée par les chiffres d'emploi. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. C'est la semaine du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre. Ce sera le dernier rapport avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tient les 3 et 4 novembre. Et c'est donc un chiffre qui sera particulièrement important pour finaliser peut-être la décision d'un tapering dès le mois prochain, Thomas. Tout à fait. Donc, Jérôme Powell, le président de la Fed, a dit qu'il fallait un rapport décent, je cite, pour pouvoir enclencher le tapering au mois de novembre. Donc, dans cette réunion qui aura lieu juste avant le prochain, le rapport de l'emploi suivant. Mais je ne pense pas qu'en fait ce rapport d'emploi soit aussi important que ça. On a l'impression quand même que la Réserve fédérale a l'air d'être bien dans les rails d'un tapering et qu'il y a assez peu de risques que ce tapering soit quelque part court-circuité, puisque finalement, même si l'emploi ne donne pas tous les signaux positifs qu'il pourrait donner, on a quand même des signaux positifs sur le front de la consommation notamment, aussi des enquêtes de conjoncture au niveau des entreprises. Donc la Fed pourrait potentiellement ignorer un rapport de l'emploi qui serait mitigé parce que d'autres statistiques sont plus fortes, point numéro 1. Et point numéro 2, c'est que on a eu tout ce mécanisme de mise en place des anticipations pour un tapering au mois de novembre, que ça va être très difficile de faire marche arrière. Ouais, donc la fenêtre de tir est bien ouverte pour le mois de novembre et ce serait bizarre de voir la Fed ne pas saisir cette occasion, même si les chiffres d'emploi sont un peu mitigés. On verra ce qu'il en est. Donc on aura l'enquête privée pour le secteur privé ce mercredi avec le cabinet ADP, puis le rapport mensuel global ce vendredi à 14h30. Vous parliez de la consommation des ménages. C'est vrai qu'on a eu des indicateurs plutôt bons vendredi aux États-Unis. Thomas, est-ce que... Alors, le choc énergétique, on en parle beaucoup en Europe, mais il est visible également à travers les prix du pétrole, par exemple, et on sait qu'il y a un impact direct sur les prix à la pompe et les prix du brut aux États-Unis. Est-ce que c'est déjà un sujet de vigilance particulier à ce stade pour vous, Thomas ? Je pense que ça doit le devenir. C'est vrai que le sujet choc énergétique est un peu moins prévalent aux États-Unis qu'en Europe. Ou en Europe, je pense qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Mais aux États-Unis, évidemment, il faut regarder ça de près. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis sont sur les deux côtés du tableau, parce qu'ils sont aussi producteurs de pétrole, notamment à travers le secteur du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, et ça c'est intéressant quand même, c'est qu'on voit que la production américaine de pétrole a du mal à vraiment se remettre en place. Donc même de ce point de vue-là, on a quand même moins de production aux États-Unis. On est autour des 11 millions de barils jour. Je crois qu'au sommet, avant la pandémie, on était autour de 13 millions de barils jour. Bref, on sent que même le gaz de schiste, le pétrole de schiste américain a du mal à se remettre en place. Et donc là aussi, c'est dans cette équation mondiale d'offres et de demande, on peut avoir potentiellement des blocages avec le risque principal étant une hausse qui se poursuit au niveau des prix de l'énergie. Sur le front de la politique commerciale des États-Unis, Thomas, il faut noter que l'administration Biden, à travers la représentante au commerce, remet le dossier de la guerre commerciale Chine-États-Unis sur la table, puisque cette représentante américaine au commerce demande à la Chine de respecter le cadre de l'accord de phase 1 qui avait été signé entre la Chine et les États-Unis en janvier 2020, donc sous l'administration Trump précédente. Évidemment, le sujet avait été complètement balayé par la crise pandémique, mais c'est intéressant de noter que les États-Unis choisissent ce moment aujourd'hui, où la Chine est d'ailleurs peut-être un peu affaiblie, pour remettre ce sujet sur la table. Oui, tout à fait, et c'est même un peu inquiétant quelque part, puisque le commerce était le vrai sujet du président Trump. Je rappelle les faits. À l'époque, on était à peu près 500 milliards de dollars d'importation qui viennent de Chine, pour 100 milliards dans l'autre sens. Donc l'idée du président Trump, c'était qu'il fallait un peu rééquilibrer cette balance commerciale bilatérale en demandant à la Chine d'importer plus des États-Unis, notamment en matière de matières premières agricoles,
et aussi justement de pétrole et de gaz américain. Bon, évidemment, on a vu que depuis, la Chine a eu du mal à respecter ces quotas sur lesquels elle s'était engagée, mais bon, le gouvernement Trump, finalement, n'avait surtout ignoré cet état de fait. Et là, c'est intéressant de voir que ça revient sur la table sous l'administration Biden, alors même que Biden a déjà ouvert plusieurs autres fronts avec la Chine, notamment sur le plan géopolitique. Je rappelle qu'il y a deux grands thèmes qui quelque part cadrent la géopolitique de Joe Biden. C'est la question des droits de l'homme et la question du respect du droit international, avec un ton très ferme de l'administration Biden envers la Chine. Je dirais même que le symbole de tout ça, ça a été notamment le sommet de l'OTAN en début d'été, qui a montré un ton très ferme par rapport à la Chine. Donc là, c'est intéressant de voir qu'en effet, là, on a l'impression qu'il y a un nouveau front qui s'ouvre envers la Chine. En plus de ça, il faut rappeler quand même cette nouvelle alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis au niveau militaire. Donc ça fait beaucoup de sujets sur la table, notamment pour cette relation entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il faut comprendre, Thomas, je suis désolé, je vous amène sur le terrain de la politique, mais que la Chine, c'est toujours une carte politique qui paye, quelle que soit finalement la couleur de l'administration. C'était vrai sous Trump, c'est vrai sous Biden également, avec une administration démocrate, au moment où Joe Biden semble un peu patiner sur ses plans de soutien aux infrastructures ou aux familles, sur le plan domestique cette fois, Thomas ? Oui, tout à fait, mais une arme à double tranchant, j'ai envie de dire, puisque il ne faudrait pas que le sentiment des investisseurs, que le sentiment du monde des affaires aux États-Unis ne souffre de cela. Or, si on a un ralentissement de l'économie, notamment par exemple l'année prochaine, ça peut peser lourd de conséquences, y compris sur les fameuses élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre prochain. Et donc toute l'année prochaine, de facto, tous les membres du Congrès seront en réélection. Donc si à ce moment-là, on a aussi une perte une perte de voilure économique à cause de tensions avec la Chine, ça peut aussi poser sur ces élections du mois de novembre, alors que pour l'instant, Joe Biden a tendance à plutôt voir une érosion dans les sondages. Son taux de popularité est en forte baisse. Alors ça a été en forte baisse notamment autour des événements en Afghanistan, mais là on voit que récemment, avec le fait que Joe Biden ait du mal à faire passer ses grands plans de dépenses au Congrès, c'est aussi un facteur qui pèse sur sa popularité. Et le fait qu'effectivement, à ce stade de son mandat, c'est-à-dire quand même relativement vite, Joe Biden n'ait plus, semble-t-il, la capacité politique à rassembler, y compris au sein de son camp démocrate, pour faire passer ces grands programmes d'infrastructure et ces grands programmes sociaux. Est-ce que ça gâche un petit peu l'horizon d'une certaine manière, Thomas, ou est-ce que, en tant qu'économiste, vous étiez déjà préparé à l'idée qu'on n'aurait pas 4500 trillions, enfin 4,5 trillions de dollars de dépenses supplémentaires dans les prochaines années ? Alors, pour les investisseurs, c'est aussi une question à double tranchant, puisque ces nouveaux plans de dépenses, notamment le grand plan des infrastructures humaines à 3,5 trillions de dollars, aussi comportaient des hausses d'impôts, y compris des hausses d'impôts sur les entreprises. Donc, il est fort à penser que si on dilue les dépenses, on diluera aussi certainement les hausses d'impôts, en particulier sur les entreprises. Donc ça peut être quelque part à double tranchant pour les investisseurs. Il peut y avoir aussi du positif que les membres du Congrès prennent un peu leur temps par rapport à ça, même si de toute façon, on parlait d'une hausse de l'imposition des entreprises qui allait être assez faible. Joe Biden, au début, voulait donc un taux d'imposition de 28% des entreprises contre 21% sous l'ère Trump. Joe Manchin, le fameux sénateur qui est un peu le faiseur de roi, lui plaide plutôt pour du 25%. Ça peut être l'horizon sur lequel on risque d'aller, avec à mon avis un plan de dépenses qui sera raboté à mon avis 1,5 ou 2 trillions de dollars. Et je rappelle que c'est des sommes sur 10 ans. Donc voilà, certainement on va sur un schéma économique où il y aura moins de budgétaire et aussi moins de monétaire, puisque la Réserve fédérale va réduire les achats d'actifs et s'apprête à monter les taux, même si la montée des taux, à mon avis, attendra 2023. Ouais. Intéressant, ce sera effectivement le prochain sujet de discussion. Est-ce que la Fed peut remonter ses taux dès l'an prochain ou est-ce que l'horizon sera plutôt celui de 2023 ? Le débat est loin d'être tranché pour l'instant. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg est avec nous chaque lundi depuis Genève pour commenter les enjeux à venir pour l'économie américaine et pour le Congrès à Washington, là aussi qui reste sous tension avec les négociations autour des programmes d'infrastructure et des programmes sociaux et puis toujours l'échéance du plafond de la dette autour du 18 octobre prochain. Thomas Kosterg donc chez
chez Pictet Wealth Management avec nous dans Smart Bourse le lundi à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct sur Bismart à 17h.